Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour les contrepoints de la santé. Bonne année à toutes et à tous et heureux de vous retrouver aujourd'hui. Le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté il y a quelques jours, le 6 janvier 2023, un nouveau plan qui, selon lui, devrait mieux réorganiser, décloisonner et coopérer. Et ce plan était d'ailleurs plutôt, ça a été remarqué, plutôt centré sur l'hôpital. Il a également essayé de détailler les points à réformer. Il a même d'ailleurs regretté, l'avez-vous vu, l'insuffisance des réformes précédentes, dont la sienne, il y a quelques années, au début de son premier mandat. 2018. L'hôpital post-Covid va effectivement mal. Et même si nous savons que la médecine de ville est elle aussi aujourd'hui, en tout cas ces jours-ci, en ébullition. Comment sortir des tensions actuelles ? Comment réformer en associant toutes les parties prenantes? C'est ce que nous vous proposons ce matin dans un débat avec un panel brillant et représentatif de l'hospitalisation française. Charles Guéprat, bonjour. Vous êtes le nouveau directeur général de la FEAP. Vincent Roch, vous êtes le directeur de la fédération. Vous êtes directeur à la fédération de l'hospitalisation française. Excusez-moi, Christine Schibler, j'aurais dû vous présenter. Bonjour. Juste avant Vincent Roch, vous êtes la déléguée année. générale. Bonne année, merci. Vous êtes la déléguée générale de la fédération de l'hospitalisation privée. Rémi Salomon, professeur Rémi Salomon, vous êtes le président des CME, de commission médicale d'établissement des CHU. Vous êtes médecin, professeur de médecine à la PHP, ici à Paris. Bonjour. Voilà, cette émission a été enregistrée ce mardi 24 janvier 2023 dans les conditions du direct, dans le célèbre café du Montparnasse. Philippe, première question. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'aborder tous les points de la réforme présentée par le président de la République, on va faire un premier tour de table. C'est une première question sur votre sentiment général et les chances de ce succès de ce nouveau plan. En effet, l'hôpital, Pascal l'a dit, est en crise depuis de nombreuses années et ça ne s'améliore pas. Il y a des mesures, des réformes qui sont prises et on a plutôt le sentiment que ça s'aggrave. Alors, en un mot, quel est votre sentiment? En une phrase, à quelles conditions peut-on entrevoir une réelle sortie de crise? Est-ce que ce plan marque à vos yeux une vraie rupture et est-ce qu'on voit une sorte d'espoir pour que l'hôpital puisse fonctionner dans des conditions plus normales? Et j'en profite pour saluer également nos partenaires, je ne l'avais pas fait, BVA, le groupe Pasteur Mutualité, Point Vision et CARE. Merci à eux. Alors, Charles Guéprat, on commence par vous. Alors, est-ce que c'est une vraie rupture, ce plan, ou est-ce que ça fait longtemps, avec Pascal, les contrepoints de la santé sur l'hôpital, on en a organisé de nombreux. L'avant-dernier avec Nicolas Revel, le patron de la PHP ici même. Alors, votre sentiment? Moi, j'arrive dans le métier, Philippe. Écoutez, bonjour à tous d'abord et merci pour l'invitation. Alors, ce serait dur que de dire que c'est une révolution complète. Il y a beaucoup de choses qu'on connaissait et les constats ont été à nouveau bien posés avec beaucoup de lucidité, y compris sur des mesures qui n'ont pas été au bout en 2018, qui était la première itération du plan qui était rappelée. Donc oui, on a le sentiment qu'il y a une dynamique forte qui est impulsée, qu'il y a des sujets importants qui sont pris en compte. Je pense notamment à la réforme du financement, qui est un sujet sur lequel on va y venir, oui. On avait beaucoup, les uns et les autres, d'attente, une fin de modèle, une fin de dispositif. Et donc, on entrevoit beaucoup d'ambition. Un calendrier, alors là, pour le coup, plus qu'ambitieux, puisque... 1er juin, tout se passe le 1er juin. Voilà. Bon, il va falloir réallouer 80 milliards d'euros d'ici le 1er juin. Alors, votre sentiment, parce qu'on va aller assez vite, votre sentiment général, c'est qu'il y a une vraie impulsion, mais bon, il faut voir. Alors, il y a une impulsion. On demande à comprendre bien la logique avec le CNR santé qui devait s'achever plutôt en mars-avril et qui finalement s'achèverait peut-être demain. Vous n'avez pas tout compris alors?
Disons qu'il y a un calendrier qui a été repris. En tout cas, les choses ont été remises dans un ordre un peu différent de ce qu'on croyait, et une ambition forte, et on espère une mobilisation, une concertation de l'ensemble des acteurs, et notamment les fédérations. La fédération d'hospitalisation privée, Pascal, qu'on fasse un tour rapide. Oui, c'est vrai, mais je voulais dire un petit mot, c'est une reprise en main par le président de la République sur le ministère de la Santé, c'est ce que vous voulez dire? Non, moi, je vois une impulsion présidentielle, et après le reste va sans doute suivre. Mais on voit qu'il y avait une ambition avec un calendrier un peu plus détendu et une accélération qui a été voulue par le président de la République. Pascal pose une bonne question, vous allez nous donner votre sentiment, parce qu'il y aurait une équipe dédiée pour avancer sur la réforme. Donc on va voir comment le ministère de la Santé va gérer tout ça. L'hospitalisation privée, comment elle réagit ? Écoutez, il y a eu des choses très intéressantes pendant ces vœux. D'abord, l'esprit Covid, qui est souhaité perdurer. Donc c'est vrai qu'on a fait face avec agilité par les coopérations à la vague Covid, aux différentes vagues Covid. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils souhaitent voir perdurer et qui est, me semble-t-il, extrêmement important. Après, il y a vraiment une prise en compte et on a l'impression, enfin, une compréhension de la pénurie de personnel et donc de la nécessité de se mobiliser sur la formation. Et l'attractivité. Et l'attractivité. Donc pour nous, c'est les 2 points essentiels. Après, les autres, on y reviendra tout à l'heure. Après, je me pose la même question que Charles, c'est-à-dire que on a du mal à comprendre l'interaction entre le CNR. On devrait être normalement invité à une réunion avant les annonces du CNR. Nous, des fédérations, on n'a pas reçu d'invitation, donc je pense qu'on va la recevoir bientôt. Notre sentiment, c'est que le CNR est un peu enterré quand même. C'est ça qui est un peu troublant, je ne vous cache pas, parce que on a du mal à comprendre la méthode. Donc il faudra peut-être tout à l'heure qu'on aborde cette question de la méthode. Le fait que le président de la République aille dans un hôpital public, c'est normal, ça vous a un peu chagriné, il aurait pu venir dans une clinique privée, non ? C'est pas le sujet, sincèrement. On a dépassé ce genre de vision. On est toujours content d'accueillir les présidents, les ministres et l'ensemble des représentants dans nos établissements. Mais en fait, on travaille tous les jours avec l'hôpital public et avec les hôpitaux aussi ESPIC. Donc, c'est pas le sujet. L'hospitalisation publique, alors Vincent Roch, FHF. C'est vous qui avez organisé la venue du président ? Non, le président, je pense, arrive bien à s'organiser tout seul. Bonjour, merci de nous recevoir. Alors, je voudrais d'abord dire que, certes, on va parler de la crise de l'hôpital, on va parler de tout ce qu'il faudrait faire, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi ce qui fonctionne bien à l'hôpital et le fait que l'hôpital, et pour ma part, je vais surtout parler de l'hôpital public, c'est une idée au fond assez récente, c'est-à-dire cette idée de donner l'excellence, le bénéfice de la recherche, de l'innovation à tout le monde, quelle que soit sa condition sociale, quelles que soient ses conditions matérielles, et de permettre à chacun d'avoir l'égale dignité de tous. Et pendant la crise sanitaire, c'est ce qu'on a vu. On parlait d'agilité, et effectivement, on a réussi à prendre en charge tous les patients. L'hôpital public, on le sait, c'est 80% des hospitalisations Covid, alors qu'ils pèsent en temps normal 60% de l'activité en médecine, chirurgie obstétrique. Donc il y a eu des choses remarquables et des professionnels qu'on a tous salués. Ensuite, sur la question du discours du président de la République, nous, ce qu'on a considéré, c'est qu'il avait quand même identifié un certain nombre de caps très clairs et qui vont dans le bon sens. On pense au cap du partage de la pénibilité ou de la solidarité entre l'ensemble des acteurs. On parle aujourd'hui de la crise de l'hôpital, c'est l'objet de cet échange auquel vous nous avez conviés, mais l'enjeu, c'est bien la crise du système de santé. On ne peut pas penser la crise de l'hôpital sans penser également la crise du premier recours. Mais Vincent, qu'est-ce que vous pensez que ce discours marque une rupture quand même ? Parce qu'on a l'impression qu'on traîne cette crise et qu'on n'arrive pas à en sortir. Est-ce que là, on se dit, voilà, la question est bien posée, la méthode est affichée, on va vraiment progresser? Ce qu'on peut espérer, en tout cas, c'est que ce discours mettre un cap, une impulsion pour que les 6 prochains mois soient ceux, enfin, des transformations que nous attendons. Le fait que le président de la République parle quelques jours avant l'adoption en première lecture de la proposition de loi de Stéphanie Rist, par exemple, sur l'accès aux soins, avec la question de la coordination, de l'exercice coordonné, le fait qu'il réaffirme qu'il y a un calendrier clair d'ici juin sur une première sortie de la tarification à l'activité qui va concerner tous les acteurs avec un financement mixte, le fait qu'ils disent qu'il veut... c'est plutôt le prochain PLFSS. Oui, tout à fait, mais ce qui implique
implique que d'ici là, on arrive à travailler un premier modèle pour l'inscrire dans la loi, en concertation avec. On va y revenir parce que FHP et FHF, vous n'êtes pas d'accord sur la tête de ça. Je ne sais pas. Comment vous regardez ça? Parce que c'est quand même la crise, vous dites, vous avez l'air un peu de passer la crise, enfin on va parler des choses qui vont bien, mais enfin quand même, on a rarement vu une situation aussi pesante, non, Vincent Roch? C'est vrai que vous êtes jeune, mais enfin, franchement, la situation aujourd'hui nous paraît très grave. Enfin, les Français, en tout cas. Et ça s'aggrave, c'est ça le problème. Quel est votre commentaire? Mon point de départ, c'était de dire qu'évidemment la situation est grave et les professionnels ont certainement, à juste titre, le sentiment d'une crise sans fin, non pas depuis le début de la pandémie, mais crise depuis... sans fin, ça c'est ce que le président a dit. Oui. Tout à fait. Je reprends ces mots, j'ai écouté son discours avec attention. Mais ce que je voulais dire, c'est que certes, on parle beaucoup de crise, mais il faut aussi reconnaître les performances, les exploits qui sont faits tous les jours. On sait qu'il y a des réalisations remarquables en termes de greffe, en termes de recherche, en termes d'innovation au quotidien. Voilà. Mais on ne minimise pas les difficultés. Simplement, il faut on va y revenir. Mais vous pensez quand même, c'est positif, qu'il y ait une vraie impulsion, qu'on va peut-être réussir à en sortir. Ça, vous avez un discours assez positif quand même. Je crois que ce n'est pas la première fois aussi qu'on voit un président de la République directement s'intéresser, ou un Premier ministre, à la vie de l'hôpital. Oui. Certes, mais c'est la première fois en bien des années sans doute qu'un président de la République prononce un discours à l'occasion de vœux. Mais vous le dites à juste titre, l'enjeu c'est qu'on construise le dernier kilomètre et que l'impulsion, la force et l'intention du président de la République ne se perdent pas en cours de route. En tout cas, il n'est pas venu à la PHP. Tiens. Alors, Rémi Salomon, c'est vous maintenant le nouveau patron de l'hôpital, si j'ai bien compris. Enfin, avec un tandem. Ah oui. Donc vous êtes le patron des CME, des médecins et des pour CHU. être précis, donc je suis président de la CME de la PHP et je suis depuis un an président de la conférence des présidents de CME des CHU. Voilà. Donc ça, vous êtes le patron des médecins de CHU. Donc, merci de m'avoir invité. Nicolas Revel, que nous avons invité, est votre collaborateur. C'est ça. C'est ça. Oui, on travaille en binôme. Alors parce que vous étiez, il n'y a pas de chef entre vous étiez assez sévère. On va y revenir sur la hiérarchie, sur le tandem administratif médecin. Vous étiez assez sévère quand même sur la situation à l'hôpital, très inquiet, surtout avec la bronchiolite. Vous êtes pédiatre. Votre sentiment, est-ce que ça marque une rupture ou pas? Alors, vous me demandez donc mon sentiment sur le discours du président de la République. J'avais vu avec quelques pédiatres le 23 décembre le président de la République et je lui avais dit que les soignants étaient non pas plus qu'inquiets, les soignants se sentaient abandonnés. Et je lui avais dit, Monsieur le Président, il faut que vous preniez la parole rapidement et que vous annonciez des mesures concrètes. Il a pris la parole rapidement. Les mesures concrètes, on attend. Donc c'est pas un plan qui est annoncé pour le moment, ce sont des intentions, plein de bonnes intentions, c'est vrai. Quand je discute avec les soignants depuis le discours du président de la République, j'ai pas le sentiment qu'ils soient pour le moment rassurés. Je lui avais dit, il faut que vous preniez la parole parce que les soignants sont en train de partir. Et c'est ce qu'on observe un peu partout. On arrive encore à peu près à recruter à la sortie des écoles d'infirmiers au début de l'automne. Et puis ensuite, mois après mois, les soignants continuent de partir. Donc chez les médecins aussi ? Chez les médecins aussi. Alors, chez les médecins aussi, c'est pas tout à fait aux mêmes endroits. Dans les CHU, pour le moment, on est relativement préservé. Je dis pour le moment, mais il y a quand même une chute de l'attractivité des carrières hospitalières et hospitalo-universitaires. J'y reviendrai, car Christine Schibler a parlé de l'enjeu de la formation. Il y a une vraie inquiétude aussi du côté des médecins. Alors, dans les services, votre sentiment, c'est vous avez été écouté, mais vous attendez pour voir quand même. Ben oui, pour le moment, on attend de voir. Moi, je retiens juste deux choses. Alors, plein de bonnes intentions, on va y revenir. Deux choses en négatif. Je n'ai pas beaucoup entendu parler des CHU. Et au moment où on dit que la formation est un enjeu majeur, c'est un peu regrettable. Et je n'ai pas entendu parler non plus de l'ONDAM. On y reviendra, on a parlé du mode de financement, mais l'enveloppe globale, point d'allusion, et c'est probablement aussi un manque. Je pense que, certes, il a rappelé, comme à chaque fois que les politiques, depuis 2 ans, prennent la parole, que beaucoup d'argent ont été mis sur la table avec le Ségur. C'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne suffit pas pour le moment et que c'est bon. On ne va pas revenir sur les détails du Ségur, mais on sait qu'aujourd'hui le compte n'y est pas. Vous savez qui va piloter ce dont
L'équipe Philippe dédiée. Parler, cette équipe dédiée. Moi, j'ai aucune information. Christine Schibler, qui est en général bien informée. Je ne sais pas, je suis désolée, Et Charles Pascal. Képrat, qui sait Pas tout. du tout. donc. Monsieur... On saura Ça va demain. venir. Alors, Pascal, premier temps de Oui, alors le du problème, débat, c'est l'attractivité. Oui, Première question. c'est effectivement une des principales difficultés. Alors les lits, visiblement, sont bien là, mais enfin, comme vous le dites, hein, c'est le manque de personnel. Alors ma question, je la détourne un tout petit peu. D'abord, le président de la République a dit également, c'est de la faute de personne. C'est la faute de plein de bonne volonté qui voulaient faire des économies. Alors la question est, a-t-on vraiment, dans les périodes précédentes, beaucoup trop serré les allocations budgétaires et dont le fond également a peut-être attisé une forme de concurrence entre les acteurs. Donc je pense en particulier, par exemple, entre vous trois. Alors premièrement, est-ce que vous avez trop serré les hospitaliers a-t-on trop serré les mesures budgétaires contre l'hôpital, contre les intérêts de l'hôpital, à votre avis? Alors, je pense que pour vous répondre, il faut repartir de ce qu'indiquait le professeur Salomon, à savoir que le budget des établissements de santé est voté chaque année par le Parlement sur proposition du gouvernement, et on arrive à ce qu'on appelle l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le fameux ONDAM. Ce qu'on sait, c'est qu'avec les taux d'évolution de l'ONDAM qui ont été votés ces dernières années, il y a un écart considérable vis-à-vis de l'évolution dite naturelle des dépenses, c'est-à-dire l'évolution des salaires, les nouvelles molécules, les innovations, etc. Et que quand on regarde le différentiel entre les deux, depuis 2005, il y a eu à peu près 10 milliards d'euros d'économies sur l'ONDAM hospitalier, c'est-à-dire 10% de l'ONDAM. Donc c'est considérable. Dans le même temps, c'est qui a bien géré? C'est Madame Buzyn? Ça, après, ce sont des choix politiques. Mais dans le même temps, au niveau des établissements, il faut bien faire avec ce budget qui est voté par le Parlement. Dans ce cadre-là, le premier poste de dépense, ce sont les ressources humaines, comme vous le savez. Et ce qu'on sait, c'est que entre 2013 et 2018, l'emploi dans les hôpitaux publics a augmenté de 0,1%, l'emploi des professionnels paramédicaux. Dans le même c'est temps, les années du président Hollande et de Marisol Touraine, c'est ça? Je ne personnalise pas, mais j'observe que si vous dites personnalisez pas, mais enfin c'est exactement le mandat du président Hollande. Il y a le plan triennal d'économie de Marisol Touraine quand même qui a été assez sévère. C'est ça que je voudrais lui faire dire. Mais c'est pour ça que je le dis. Voilà, mais en tout cas, ce qui est certain, pour vous répondre clairement, oui, il y a une politique comptable trop restrictive. L'emploi a augmenté de 0,1% à l'hôpital public, je le disais, alors que l'activité a augmenté de 10%. Donc on a demandé des efforts de productivité considérables aux équipes, et c'est sans doute maintenant un point d'inflexion que nous avons atteint. C'est la T2A qui a fait ça? Attends, parce que non mais l'attractivité, c'est comme le sujet, parce que comme tu le disais, il y a des lits, mais il n'y a pas de personnel. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le discours d'Emmanuel Macron, est-ce que l'attractivité, vous sentez que ça va bouger, que les conditions de travail, les conditions de vie vont s'améliorer ou pas? Au-delà du discours du président Macron, l'enjeu, comme vous le dites, c'est l'attractivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à recruter et à garder les professionnels. Exactement. Pour recruter les professionnels, il faut qu'ils soient là. C'est qu'ils existent. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chose, c'est qu'on arrive à en former davantage. En former davantage, pourquoi? Parce que nous considérons que dès lors qu'on regarde les besoins du système de santé, à l'hôpital public, il y a à peu près 5% de postes vacants d'infirmiers, 2,5% de postes d'aides-soignants vacants. Ça fait 20 000 professionnels à peu près. Il nous faut aussi recruter 100 000 personnes dans les EHPAD. Et 16% des lits qui sont fermés à la PHP. Voilà. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne forme pas assez dans nos IFSI, dans les instituts de soins infirmiers, dans les IFAS. Il faut augmenter les quotas de formation. Et par ailleurs, le président de la République il faut garder un long développement sur les infirmières, en disant qu'il fallait peut-être les obliger, après leur diplôme, à rester et pas partir à l'étranger ou pas partir en intérim. Oui, je crois que Rémi Salomon veut répondre. Là-dessus, c'était dans le PLFSS, mais ça a été censuré, vous vous en souvenez, par le Conseil constitutionnel. Alors, l'attractivité... C'est le cœur du problème. Donc là, on parle du personnel paramédical, en premier infirmier, mais pas que. C'est vraiment le cœur du problème. Aujourd'hui, les lits sont fermés parce qu'on manque d'infirmiers. Donc il faut attirer à nouveau les infirmiers et les retenir. Il ne s'agit pas juste de les former et de les faire venir à l'hôpital, il faut les retenir. Et je rappelle qu'il y a 10 ans, 80% des diplômés allaient à l'hôpital, aujourd'hui c'est 40% seulement. Donc il y a vraiment un problème majeur d'attractivité. Et même pendant les études, 20 à 30% des étudiants abandonnent en cours d'études. Donc il y a un problème de... Et sur les infirmiers, rappelez-nous, parce que je n'ai pas le chiffre en tête, on a formé quand même plus qu'il y a 10 ans d'infirmiers ou... Comment c'est la stabilité de la formation? J'ai pas les chiffres. J'ai pas les chiffres en tête. Je pense pas qu'ils aient beaucoup évolué. Olivier Véran a dit qu'il augmenterait de 20% le nombre d'inscrits dans les écoles d'infirmiers. Mais le problème, on les perd en cours d'études.
la moitié moins vont à l'hôpital et au bout de 3 ans, 30% ont déjà quitté l'hôpital. Donc on a un problème, c'est le tonneau des Danaïdes. Donc il y a un problème à la fois de la formation initiale qu'il faut revoir vraiment en profondeur, et ça, le président de la République l'a annoncé, c'est une bonne chose. Et ensuite, il y a un problème d'attractivité. Une fois qu'on est à l'hôpital, c'est les conditions de travail, c'est les rémunérations aussi, et les conditions de travail. Donc les rémunérations ont été significativement augmentées avec le Ségur, mais ça ne suffit pas. On est juste dans la moyenne européenne, donc c'est pas si mal, mais c'est pas si bien. Et les conditions de travail. Les conditions de travail, c'est le point majeur. Nicolas Revel, votre copatron, a pris les mesures. Ça a été cité par la présidente de la République. Il y a le logement, il y a le transport. Enfin, c'est global. Est-ce qu'on est dans la bonne ligne ou pas ? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Il y a un point, moi, sur lequel je voudrais retenir votre attention aujourd'hui, car il y a une proposition de loi qui va être faite au Sénat sur l'adéquation entre les effectifs et la charge de travail. On dit les quotas ou les ratios. Les ratios. C'est juste, comme l'a rappelé Vincent Roch, on a ces 10-15 dernières années eu une restriction du budget de l'hôpital qui fait qu'on a renié sur la masse salariale. C'est les 2 tiers du budget. Donc on a renié sur la masse salariale et essentiellement sur les paramédicaux, beaucoup plus que sur les médecins. Donc le résultat, comme Vincent Roch l'a rappelé, c'est qu'on avait une augmentation de l'activité et une augmentation quasiment nulle des effectifs. C'est-à-dire que chaque infirmier s'est retrouvé avec une charge de travail beaucoup plus lourde au fil des années. Et ça c'est un poids considérable. Vous ne parlez pas des 35 heures. Pardon ? Vous ne parlez pas des 35 heures, vous. Non, mais les 35 heures, c'était avant. Ça, c'est effectivement. Le président de la République en a parlé. Il en a parlé, mais moi, je sur les ratios, c'est ça qui est vous important. parler des ratios. C'est vraiment important. Est-ce que vous êtes pour des ratios ? Je pense qu'il faut. De toute façon, des ratios existaient. La NAP avait fait des modèles sur 12 ou 15 patients par infirmier. Le Copermo était calculé sur des ratios aux alentours de 15. Donc, les ratios, effectivement, existaient. Ils n'étaient pas opposables, mais ils étaient considérés au moment où on calculait le budget de l'hôpital. Donc, je pense que ça, il faut le revoir. C'est-à-dire, on sait qu'une infirmière, si elle a 15 patients, et parfois c'est plus, en général, elle ne peut pas faire correctement son travail. Et elle le dit, et elle s'épuise, et elle s'en va. Et c'est ça qu'on observe aujourd'hui. Ça dépend des services. Vous avez raison. Et les ratios existent dans les soins continus. Par exemple, il y a des ratios. En dialyse, il y a des ratios. Donc, on sait que dans certaines activités, il y a des ratios. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille vers des référentiels par discipline, qui tiennent en compte la charge de travail. Et alors, bien entendu, j'entends les critiques qui sont faites. La première d'entre elles, c'est de dire, mais si vous faites aujourd'hui des ratios, on va fermer des lits puisqu'on n'a pas le personnel. Exactement. C'est vrai. Donc il faut y aller progressivement. D'autres pays l'ont fait, ça se fait sur plusieurs années, et c'est donner une perspective aux soignants. Et je pense que c'est de nature... Ils le disent, tous le disent. Encore hier, j'étais dans un service à Beaujon, et les infirmiers m'en ont parlé. Et donc ça, c'est donner une perspective. Donc c'est comme ça qu'on pourra réouvrir des lits. C'est comme ça. Ouais. Et deuxièmement, ce que vous disiez, c'est effectivement... C'est pas pareil partout. Les patients sont en moyenne plus lourds qu'avant. On fait plus d'ambulatoires. Ceux qui restent à l'hôpital sont plus lourds. Donc les mêmes ratios, si on les prend 10 ans après, on sait que la charge de travail a augmenté en moyenne. Alors c'est vrai que d'un service à l'autre, c'est variable. Et donc il faut avoir un peu de souplesse. Et laisser au chef de service et au cadre le dernier mot. C'est lui qui peut dire quels sont les effectifs qui permettront de bien faire le travail. Le service, liberté de... On va passer au privé parce que savoir quel est votre sentiment. Mais sur le secteur privé, lucratif ou non lucratif, assez rapidement parce que l'heure tourne, est-ce que vous êtes dans la même problématique ou pas ? Difficulté d'attractivité, difficulté de recrutement, en quelques mots. Je rajoute quand même une question pour Christine Schibler et Charles Greprat, c'est la concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, les hospitaliers publics disent bah oui, mais enfin, nos infirmiers, ils vont dans le privé parce que, évidemment, ils sont moins bien payés dans le privé. Enfin, écoute. Allons-y, Christine Schibler. Non, il n'y a absolument pas matière à opposer les secteurs entre eux parce que de toute façon, on a exactement les mêmes pénuries et donc, parce qu'en fait, on souffre des mêmes difficultés. C'est vrai que c'était une très bonne chose que le président souligne ce point de problème d'attractivité de ressources humaines. Donc ça, c'est un point positif. Maintenant, je ne vous cache pas qu'on attend des actions, puisque ça fait de nombreuses années qu'on souligne en fait le manque d'attractivité du secteur. On souligne le manque de personnel formé. On souligne le manque de personnes dans les écoles, le manque de financement, le manque de possibilité d'avoir des passerelles entre les métiers, et rien ne se passe. Et je vais vous dire, à titre d'exemple, ce qu'on a pu faire. Et quand je dis ce qu'on a pu faire, c'est ce que nous avons pu faire avec les autres fédérations.
On a porté un certain nombre de propositions il y a un an pile au gouvernement donc, pour partager et s'engager dans le cadre du protocole État-région sur la formation pluriannuelle des paramédicaux. Eh bien, on a porté ça tous ensemble, toutes les fédérations ensemble. On n'a jamais reçu même un accusé de réception. Voilà, donc première chose. Donc il y a du travail. Donc la deuxième chose, c'est qu'on a porté en interfédération au sein de l'OPCO Santé, donc ce sont toutes les fédérations privées, sanitaires et médico-sociales, plus la Croix-Rouge, donc je crois qu'on est 8 ou 9 fédérations dans l'OPCO Santé. On a porté des propositions pour revoir la loi pour l'avenir professionnel de 2018, qui n'est pas adaptée à la santé, qui doit être revue, travaillée pour être adaptée à la santé. Donc on a envoyé une proposition commune en septembre. On attend qu'on veuille bien nous inviter. D'accord. Donc alors, nous, ce qu'on attend aujourd'hui, si vous voulez, c'est que sur la formation, en fait, voilà. il y a un sujet qui a été identifié, c'est très bien, vraiment très bien. Maintenant, pour passer à l'action, il faut qu'il y ait un travail interministériel entre la santé, le ministère du Travail et l'enseignement supérieur. S'il y a ce travail-là, on pourra y arriver. Sinon, il ne se passera rien. Et il faudra quand même que vous nous parliez également de la formation des médecins et du recrutement des médecins, peut-être, oui. Salomon. Alors pour la FEAP, c'est évidemment la même situation d'un choc d'attractivité qu'il faut déclencher. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu des revalorisations significatives sur les 2 dernières années qui ont été plus ou moins bien transposées dans tous nos secteurs. Mais néanmoins, sur l'hôpital, on a vraiment un alignement avec le public. Et pour autant, on a une déperdition importante des ressources, notamment infirmières. On n'a pas trop de sujets chez nous sur les personnels médicaux qui sont donc liés à une désaffection du métier, à une pénibilité ressentie, y compris dans notre secteur où l'organisation est plus souple, puisqu'on a moins de règles d'organisation qui sont imposées par les pouvoirs publics. Et c'est une force de l'agilité du modèle FEAP que d'avoir cette liberté d'organisation. Mais pour autant, moi je partage ce qui a été dit. Les outils de formation existent, mais il y a un taux d'attrition qui est significativement plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était il y a encore 5 ans. Vous parliez, professeur, de 30%. À l'IFSI de Nice, on est monté à 50% de non-sorties au bout de 3 ans. Donc ça veut dire qu'on a les places, on a l'outil pour former, mais on a des départs lors du premier stage et des départs tout au long du cursus qui font qu'il n'y a plus de débouchés en fait, sur les personnels. Donc, d'accord, il faut accélérer vraiment là. C'est fondamental. Alors, il faut monter sur l'apprentissage. Il y a 2 sujets qu'il faut absolument qu'on aborde. C'est le tandem administratif. On a 3 administratifs, on a un médecin. Est-ce que ça peut fonctionner? Et puis aussi la T2A, enfin le financement. Alors, sur le retour du service, est-ce que c'est service et tandem administratif? Voilà. Est-ce que cette liberté d'installation, d'organisation que cite le président de la République, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est facile à mettre en place? Le président de la République dit que je veux qu'au plus tard, d'ici le 1er juin, chaque hôpital ait engagé, finalisé des discussions avec toutes les équipes, l'ensemble des partenaires sociaux pour adapter les plannings et les organisations du travail. Alors, tandem, administratif, médecin, le service, est-ce qu'on est dans la bonne voie? Est-ce qu'il faut accélérer? Rémi, Salomon? Est-ce que ça veut dire assez rapidement, parce que là, est-ce que c'est la disparition des pôles auxquels on a cru? Et est-ce que ça ne va pas, ces services, créer une nouvelle balkanisation, finalement? Alors, et où on est d'ailleurs, et dernière question, monsieur. Pas trop de questions, parce que sinon... enfin, il va répondre à tout, il a une vision globale. Où on est ce rapport Clarisse, là, que l'on nous annonce à nouveau? Alors, sur le service, je pense que c'est une bonne chose que le président de la République rappelle et confirme la place du service, qui avait été, c'est vrai, au moment de la création des pôles, un peu... un peu noyé, un petit peu diminué. Et donc c'est vrai que c'est important. Je pense que ce dont se plaignent souvent les hospitaliers, c'est que les décisions soient prises loin du terrain, par des gens qui n'ont pas forcément la meilleure connaissance. Alors ça dépend certainement des directions d'hôpital, mais c'est vrai que c'est quand même un sentiment assez partagé. Donc redonner de la voix au service, c'est-à-dire au binôme chef de service cadre qui anime l'équipe au sens large, médical et paramédical, pour dire quelles sont les bonnes mesures à prendre pour le service, et qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un dialogue de gestion avec la direction, me semble une bonne et le tandem administratif. Et le tandem, il existe. Le tandem, il existe déjà pour moi, pour nous, à la conférence, et on va l'affirmer. C'est le PCME et le directeur.
ou la directrice. PCME, Donc il existe. Par contre, il faut au président de la commission médicale d'établissement, c'est le représentant élu de la communauté médicale. Il faut par contre, et c'est dans le rapport Clarisse, peut-être pas assez bien défini, peut-être un petit peu flou, il faut donner plus de moyens au président ou à la présidente de la CME pour qu'il remplisse pleinement son rôle. C'est-à-dire avoir du temps, avoir un ou des collaborateurs et avoir également l'information. Et ce directeur, l'information, c'est essentiel. J'insiste sur l'information. Mais les moyens manquent énormément pour les moyens manquent aujourd'hui. De CME, quand même, ils s'en plaignent beaucoup. Ils s'en plaignent. Et avoir l'information, c'est être capable de réfléchir, de partager la réflexion avec le directeur et de participer aux décisions. C'est pas lui qui décide, c'est le directeur administratif, mais il y a certaines codécisions, il y a certaines décisions maintenant qui sont prises en partenariat exactement égal à égal avec le directeur, mais la plupart des décisions reviennent à l'exécutif. Oui. Et le directeur médical que l'on cite, un directeur pour moi, c'est le PCME. Je pense que le directeur médical n'a pas sa, à mon avis, n'a pas sa place. Ah oui, vous croyez que qu'il y ait des médecins, je ne sais pas. Qu'il y ait des médecins qui passent à l'HESP, le HESP, pardon, et qui deviennent directeurs, pourquoi pas. Et ça peut. Beaucoup de pays ont des directeurs qui sont médecins. C'est pas un handicap ni un atout d'être médecin pour être directeur. Je ne pense pas que ce soit à partir du moment où on se forme pour être directeur. Je ne pense pas que ce soit un handicap. Alors, les administratifs, est-ce que vous partagez ce point de vue, qu'on est dans la bonne direction? Est-ce que ça va vraiment se faire? Parce qu'un seul patron à l'hôpital a fait beaucoup de mal, paraît-il. Assez rapidement, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ma part et pour la Fédération hospitalière de France, je pense qu'on est tout à fait d'accord avec ce qu'a indiqué le professeur Salomon. Le tandem existe déjà dans une très large mesure. Et sur ce sujet comme sur celui du service, je pense qu'il ne faut pas oublier les quelques évolutions qui ont été intégrées dans la loi en 2021, avec encore une fois la loi RIST d'avril 2021, les ordonnances de médicalisation des décisions. La loi RIST déjà réhabiliter le service comme échelon de référence et disait bien qu'il fallait donner une indemnité pour le chef de service au titre de ses fonctions, qu'il devait bénéficier d'une formation. Oui, mais est-ce que ça existe dans les faits? Mais que le président de la République, vous posez la bonne question. Vous posez la bonne question. C'est-à-dire que ça soit clair. Vous posez la bonne question. C'est-à-dire que la première étape, c'est certainement de se demander si partout les dispositions qui ont été votées en 2021 sont une réalité. Et alors, réponse sans doute pas partout, mais c'est la première étape. C'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir d'où est-ce qu'on part, quelle est la situation. Et je suis d'accord avec le professeur Salomon. Sans doute qu'une première étape, c'est de bien vérifier que la charte de gouvernance qui devait être signée entre les directeurs et les présidents de CME l'est bien partout, avec des moyens dédiés, et qu'on fasse un état des lieux, mais qu'on parte du réel. L'idée de le 1er juin. Qui n'est quand même pas tout à fait négligeable, c'est-à-dire tellement de services que finalement le pouvoir redevient au directeur. L'important, c'est de permettre à chaque établissement de s'adapter à la situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée de dire... l'idée, c'est de ne pas partir de grands pôles qui étaient déconnectés du terrain, parfois localement, à des services qui, partout, seraient une règle absolue. L'important, c'est de pouvoir permettre à un établissement de s'organiser à un échelon de référence et d'avoir une vraie autonomie, des temps de discussion entre soignants, une vraie logique d'équipe et qu'on évite le plus possible. Mais ça fait lien avec le recrutement. Direction, mais là aussi, il faut accélérer. Oui, mais le privé, alors, comment on regarde ça? Christine Schibler, assez rapidement, on est désolé, mais les sujets sont tellement importants et nombreux. Écoutez, on n'est pas concernés de la même façon, puisqu'en fait, nos médecins sont des médecins libéraux, pour la plupart. 40 000 sont libéraux, il y a 3 000 médecins qui sont salariés. Donc on a une forme de travail avec nos médecins qui est basée beaucoup plus sur la relation contractuelle, sur l'échange, et c'est forcément dans le cadre d'un équilibre. Parce que sinon ils ne resteraient pas, en fait, ils iraient en face. Donc voilà, donc on n'est pas directement concerné par ces questions qui appartiennent plutôt à l'hôpital public. Alors nous, on est concernés et pas concernés, puisqu'on est le meilleur des deux systèmes, le privé et le public en même temps. Quand on fermait les yeux et qu'on écoutait le président de la République, on a l'impression qu'il décrivait la situation d'un ESPIC. Liberté d'organisation, souplesse, agilité, adaptation des modèles aux situations locales, c'est notre vie du quotidien. Nous avons très peu de textes qui régissent l'organisation interne de nos établissements, parce que nous sommes dans une organisation qui est libre, comme une entreprise de service public. Donc on regarde ça de très près et À part Unicancer, vous avez beaucoup d'établissements où c'est le médecin qui est vraiment... il doit y en avoir quelques-uns, pas tant que ça, mais parce que c'est pas la pratique des conseils d'administration qui sont souverains pour désigner leur directeur. Tout le monde peut désigner demain matin à la FEAP un directeur médical, comme sur certaines positions à l'hôpital public. On peut d'ores et déjà désigner et nommer
des directeurs à profil médicaux. Si le gouvernement le souhaite, il peut le faire. Alors, gros sujet quand même qui est fondamental, c'est la T2A, c'est le financement. Le président a dit il faut sortir de la T2A. Il a reconnu qu'il avait déjà dit en 2018, donc il ne voulait pas avoir, dit-il, le sens du ridicule. Il veut inclure des objectifs de santé publique. Alors, la T2A à l'hôpital, c'est 53%, vous nous confirmez, vous devez passer à 50%, bon, peut-être pas la mer à boire. Dans l'hospitalisation privée, la T2A, c'est quasiment 100%. Vous voulez garder la T2A. Alors, quel est votre point de vue ? Comment avancer sur ce sujet ? Est-ce que l'hôpital public, quand on écoute certains comme Bernard Granger, on a l'impression de la PHP, on a l'impression que l'hôpital public souhaiterait plus peut-être un budget global, une sorte de financement comme ça. Alors, votre sentiment, assez rapidement, T2A, est-ce qu'on peut réduire ? Est-ce que c'est important de réduire ? Assez rapidement, et vous faites bien de le rappeler, la T2A à l'hôpital public, c'est bien environ 50% des recettes, et le reste, ce sont des dotations d'intérêt général ou des financements populationnels, comme pour la psychiatrie ou les soins médicaux de réadaptation. Nous, la vision qu'on a, c'est qu'il faut aller vers un financement mixte pour tous les acteurs, et c'est d'ailleurs ce qu'a annoncé le président de la République, donc on se met dans son sillage. Pourquoi ? Parce que l'enjeu devant nous, c'est de partir des besoins de santé publique et de faire en sorte que tous les acteurs de santé, nous sommes divers, il y a tout un écosystème, aient les mêmes incitations médico-économiques à répondre à ces besoins de santé. Dès lors qu'il faut prendre en charge un patient qui est touché par une pathologie chronique, dès lors qu'il y a un patient qui est un patient âgé polypathologique, il faut qu'on puisse lui répondre. Et donc les incitations doivent être les mêmes pour tout le monde. On sait que dans ce cadre-là, le 100% tarification à l'activité n'est pas le bon outil, parce que ça ne finance pas la prévention, il n'y a pas de nomenclature des actes de prévention, ça ne finance pas les parcours. Pour qu'on comprenne bien, vous êtes à 50%, oui. Donc vous êtes déjà à l'objectif. Alors qu'est-ce qui va changer ? Les modalités de financement. Le président a dit qu'il y aura trois choses. Oui. Il a dit il n'a pas donné les proportions. Non, mais il a dit qu'il y aura un financement sur objectif de santé publique. Eh bien, on pourrait imaginer quelques indicateurs qui permettent peut-être en première intention de flécher différemment les financements ou les mesures nouvelles entre les régions et entre les territoires. Il a évoqué également des financements à la mission. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, puisqu'on évoque la question des territoires, qu'à l'échelon local, il y ait une forme de contractualisation entre l'État déconcentré, les délégations territoriales des ARS, par exemple, les acteurs de santé quels qu'ils soient, en fonction d'indicateurs de santé publique simples. L'État pourrait définir avec eux des priorités. Par exemple, dans certains territoires, ce sera le diabète de type 2, dans d'autres, ce sera l'insuffisance cardiaque. Vincent, on voit bien tout ça. Cela étant, pour mettre en place la T2A, qui était quand même une révolution tarifaire, on a mis combien ? 20 ans, je ne sais pas. Oui. Bon. Comment on peut transformer aussi rapidement un système économique de ce type à l'hôpital ? Vous avez raison. Alors vous, et puis après peut-être... Vous avez raison. On ne va pas construire le Rome de la financement en un jour. Donc d'ici le prochain PLFSS, certainement qu'on va construire avec les pouvoirs publics une architecture qui va ensuite mettre du temps à se décliner. On sait bien que pour la réforme du financement de la psychiatrie ou des soins médicaux de réadaptation, il a fallu 3-4 ans de discussion minimum. Donc ça ne va pas se faire en un jour. Mais ce qu'il faut, c'est définir des cadres simples et sans doute qu'on peut bouger des lignes, réduire la part de T2A, créer des financements au parcours, envisager la création d'une nomenclature des actes pour la prévention dès l'été prochain. Alors le privé, Pascal, privé, vous êtes contre. Mais on ne peut pas d'ailleurs négliger non plus, Charles Guéprat, que la T2A a été ce que disait Gérard Vincent à l'époque, délégué général de la Fédération hospitalière de France, ça a été un moteur aussi du dynamisme de l'hôpital. Mais bien entendu, et alors nous on n'est pas du tout contre ce qui est proposé, privé, oui. Alors, dans le privé solidaire que je représente, nous avons des missions de service public, nous participons activement à la permanence des soins, nous avons envie de nous positionner sur la prévention et nous pensons que le modèle d'allocation de T2A dit 100% peut être réformé ou revu. Il est à combien, vous, la T2A ? Autour de 60%. 60%. Donc, on n'est pas autant que l'hôpital public. Il y a plus de MIGAC parce qu'il y a des missions spécifiques qui sont portées par l'hôpital public. Et c'est ainsi. Mais c'est un modèle. Nous, on en a besoin pour assurer le développement de nos établissements. Donc, je crois que là-dessus, toutes les fédérations ont une position sur... On ne peut pas passer à une revision de budget global. L'allocation de ressources par la T2A est dynamique et est utile quand elle est bien positionnée et quand la T2A reflète bien des coûts et pas une vision politique Mais c'est inflationniste la T2A, c'est le reproche qu'on lui fait quand même. C'est inflationniste si vous n'avez pas d'autres régulateurs, d'autres stabilisateurs à côté. D'accord. C'est un bon modèle. Nous, ce qu'on aimerait quand même porter, parce que la T2A c'est bien, mais on l'a dit, si c'est passé de 53 à 50, c'est pas vraiment une révolution quand même, c'est une adaptation. C'est de travailler quand même sur la fongibilité des ONDAM sanitaires et médico-sociaux, parce qu'il y a une partie quand même des problèmes de l'hôpital
qui provient de la perte d'autonomie, de la situation qui se passe autour de l'hôpital et qui se déverse sur les établissements de santé. Et tant qu'on ne travaille pas sur les deux univers en même temps, le médico-social, c'est de la FHM Cela étant, Charles Guéprat, les sous-Ondam, c'est-à-dire hôpital, sont en général supérieurs à ceux de la ville. Oui, tout à fait. Et la ville également. Non, mais je parle de fongibilité. Je parle de l'Ondam médico-social et de l'Ondam sanitaire. Alors, Christine Schibler, vous êtes très favorable à la T2A. Votre président l'a encore dit récemment. Est-ce que vous allez rentrer dans le jeu ? Ou est-ce que vous allez maintenir votre position, quasiment 100% de T2A ? Non, on est ouvert. Bien entendu qu'on est ouvert. Après, il y a déjà des réformes qui patinent. Puisque on parle comme si c'était réglé la réforme de la psychiatrie ou la réforme du SMR. Alors, la réforme de la psychiatrie, on a donc supprimé, on nous a supprimé le prix de journée, donc maintenant il y a un an, et on marche par budget global, par acompte chaque mois. C'est pas encore en marche. Oui, on nous annonce peut-être quelque chose en mars. Non, mais c'est très important, parce que cette réforme-là, elle a été annoncée il y a 4-5 ans, et elle n'est toujours pas opérationnelle. Elle est reculée régulièrement. Sur le SMR, ça fait plus de 10 ans qu'on parle d'une réforme, et elle va partir peut-être en fin d'année. Mais on n'a pas encore une simulation que ça. Mais donc sur les cliniques, sur la T2A, est-ce que vous voulez maintenir une T2A à 100% ? Non, mais juste, je dis d'abord que d'un point de vue de méthode, je veux dire, si on doit travailler sur la T2A, il n'y a aucun problème pour travailler sur une partie de la T2A, même si nous, effectivement, on est attachés à une tarification à l'activité largement majoritaire. Mais je dis, attention, il y a déjà 2 réformes majeures, qui ont complètement, on va dire, mis à mal et cassé les modalités de facturation en psychiatrie et en SMR. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, on veut mettre en jachère un 3e sujet. Bah oui, mais il y a urgence. Il y a urgence. Mais il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Bah, il y a une urgence de quoi ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? De mieux financer. On voit, oui, enfin, l'année dernière, il y avait une garantie de financement qui a été largement, je veux dire, donnée aux établissements qui en avaient besoin, mais qui a aussi montré que ça pouvait freiner l'activité. Donc, je veux dire, retourner au budget global, alors qu'en 2004, ça a été une des raisons qui a fait qu'on a quitté le budget global. Ça a permis d'ailleurs à un grand dynamisme, notamment, par exemple, à l'hôpital public, il y a eu un développement très important de la chirurgie dans les années qui ont suivi. Ouais. Donc, pour vous, il faut un mix, quoi. Il y a eu un rééquilibrage, parce que la concurrence, ça a du bon. Donc, il y a eu un rééquilibrage, on va dire, des activités, une évolution des activités. Donc, se dire, on va résoudre les problèmes en mettant du budget global, nous n'y croyons pas. Non, donc c'est vrai que nous, des objectifs de santé publique. Oui, alors on a un objectif de santé publique, par exemple, qui est très important. Le financement à la qualité. Ça, c'est quelque chose auquel très petit. On adhère. Il devait augmenter, mais il a été totalement dévoyé. Donc déjà, retravaillons sur le financement à la qualité, qui aurait dû être, je pense, d'1 milliard l'année dernière, donc ou 2 milliards. Je crois qu'on est arrivé à 2 milliards cette année. On est à 700 millions. Il y a 300 millions qui ont été donnés au volume économique, donc ça n'a rien à voir avec de la qualité. Donc peut-être, dans les choses qu'on peut faire sur la T2A, c'est travailler au parcours, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, oui, pour une part... Rémunération forfait, non ? Tout à fait intéressante sur parcours et prévention, une toute petite part. Et financement à la qualité, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, la qualité et la pertinence. Eh bien, il faut s'y lancer de façon majoritaire. Qui c'est qui mène, parce que je crois que Vincent Roque voulait intervenir après Christine Schibler, mais qui c'est qui mène ces chantiers ? C'est la TIH ? C'est qui ? C'est vous ? Enfin, comment ça se fait ? Ça se passe où ? Parce que non, mais on ne sait pas, on participe. C'est au ministère ? Allez-y, Christine, d'abord. Généralement, il y a un pilote au ministère de la Santé, donc à la Direction générale de l'offre de soins. Qui travaille avec X personnes de la CNAM, X personnes de la DSS, la Direction de la Sécurité sociale, X personnes de la TIH, et puis peut-être d'autres que j'ai oubliés. En tout cas, il y a un groupe de personnes qui travaillent. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on a souvent dénoncé en interfédération, c'est qu'il y a certainement un sujet du pilotage de la donnée
et de la prospective et de la capacité à faire des simulations, etc. Alors, Pascal, il faut qu'on passe la parole à Odile. Mais Vincent, et j'ai souvenir, vous, oui, c'est ça. J'ai quand même, on va laisser la parole à Odile effectivement pour cet excellent sondage que BVA a fait. Pour autant, moi j'ai souvenir effectivement ce que dit Christine Schibler me paraît dans mes souvenirs assez vrai, c'est que quand il y a eu la T2A, ça a revigoré la chirurgie de l'hôpital public. Je me souviens d'un débat avec Gérard Vincent sur c'est exact, oui. Mais, oui, vous avez tout à fait raison. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est un financement mixte, c'est-à-dire qu'il y ait une prise en compte de l'activité. Je voulais simplement dire deux choses. Oui. Une idée pour travailler sur la réduction de la tarification à l'activité, de son volume. Et mieux et aller dans le sens de la pertinence des soins. On sait, la Cour des comptes fait un rapport chaque année que certaines activités sont surfinancées par rapport au coût. Dialyse, radiothérapie, radiologie, cataracte, etc. Donc pourquoi ne pas commencer par ces actes et se dire tiens, on va faire le travail de les ramener à la hauteur des coûts, libérer des financements pour financer la prévention. Pas que, il y a les acteurs publics sont aussi débat sur la dialyse, ça va leur faire Deuxième sujet, si vous le permettez, je pense qu'au-delà des modalités de répartition, et Rémi Salomon l'a dit tout à l'heure, l'enjeu c'est la question du volume global des financements dans l'ONDAM. Donc ce qu'on demande, et on le partage avec toutes les fédérations, c'est une pluriannualité des financements et qu'il y ait une perspective sur l'ONDAM à 4-5 ans. Pourquoi ? Pour investir, pour recruter, on a besoin de visibilité. D'accord, alors ça on le dit depuis un certain temps. Alors, oui, non, j'allais vous poser la question, vous, votre point de vue de médecin sur la T2A, est-ce que c'est vraiment le diable ? Est-ce que c'est vraiment inflationniste ? Est-ce que ça a vraiment dévoyé ? Et est-ce que vous êtes à 50% ? Donc c'est pas beaucoup quand même. Alors non, c'est pas le diable. Je pense, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent, et je pense qu'ils sont peu nombreux, ceux qui pensent qu'il faut complètement abandonner la T2A. Elle est adaptée pour un certain nombre d'activités. Pour la prise en charge des maladies chroniques qui sont et des patients complexes, elle l'est moins. Et donc là, il faut revoir pour que le financement soit beaucoup plus proche du coût réel. Et donc là, il y a encore un problème. Et comme l'a dit Vincent Roch, certaines activités sont probablement surfinancées. Donc il faut revoir tout ça. Après, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Christine Schibler sur la concurrence. Ça a du bon. Je ne sais pas si ça a boosté la chirurgie. Ce que je sais, c'est que ça pose aussi problème. Et là, je voudrais juste quand même dire que il faut bien définir les missions des uns et des autres. On a parlé de la permanence des soins. C'est un des points qui aujourd'hui pose le plus de problèmes à l'hôpital public. L'hôpital public croule sous la permanence des soins. Je peux vous dire qu'en pédiatrie, je suis d'une inquiétude extrême de voir les praticiens hospitaliers s'en aller de l'hôpital. Donc on a des services qui vont fermer actuellement, qui ferment. Il n'y a plus de pédiatres en ville. Non, ils vont s'installer en ville, ils trouveront de la place. Mais là, je parle de l'hôpital. Là, je parle de l'hôpital. Je parle de l'hôpital, mais je peux parler aussi des anesthésistes réanimateurs qui quittent les blocs opératoires parce qu'ils ont des rémunérations dans le privé qui sont 2 fois, parfois 3 fois supérieures. Et donc là, il y a ces écarts de rémunération posent un vrai problème. Et donc il faut faire attention. On l'a dit à plusieurs reprises, et Christine Schibler l'a dit, il faut travailler ensemble en complémentarité, je pense, plus qu'en concurrence. Je pense que pour remplir les missions... Est-ce que c'est pas illusoire de parler de complémentarité et pas de concurrence ? Ça a été dénoncé par le président de la République, la concurrence nuisible. Est-ce que c'est possible dans un système qui est tel que le nôtre ? C'est-à-dire que je pense qu'il faut une régulation, effectivement. On définit des missions de santé publique et puis on finance au regard de ce que les acteurs de santé remplissent leur mission. Vous disent quand même que le fait d'avoir récupéré souvent les gardes vous a permis de faire tourner les hôpitaux ensuite. C'est ce que disent souvent les médecins. Oui, alors là, moi, je peux vous dire que si vous allez dans les hôpitaux aujourd'hui, on se plaint plutôt, mais c'est pas de la faute de la médecine libérale qui est aussi en grande difficulté, mais on se plaint de voir arriver aux urgences des gens qui n'ont rien à y faire, qui devraient être vus en ville. Non, je voudrais simplement terminer. Vous avez parlé de la médecine libérale. L'enjeu majeur, c'est aussi de faire ce fameux rapprochement et cette coordination entre la ville et l'hôpital. Ça, c'est un enjeu majeur. On voit les difficultés de la médecine de ville aujourd'hui. Elles sont majeures. Il y a un problème de démographie médicale. Il y a un problème de formation. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, mais j'ai pas répondu sur la formation des médecins. C'est essentiel d'avoir une vue prospective, non seulement quantitative. Il faut former plus de médecins puisque globalement on en manque et on en manque beaucoup, mais on n'en manque pas partout de la même manière, selon les disciplines, selon les territoires. Donc il faut vraiment avoir cette analyse de la situation, des besoins pour aujourd'hui, pour demain, et d'orienter ensuite les formations. Mais le président de la République a dit une juste répartition des obligations, universalité des soins. Donc il est rentré dans ce sujet de la permanence des soins, de la garde en médecine libérale et ainsi à l'hôpital. Est-ce que vous pensez qu'on va vraiment avancer ? Avant de passer la parole à Odile Peixoto. C'est indispensable, c'est vital, il faut qu'on le fasse. Si on ne le fait pas, l'hôpital est en train de s'écrouler sous la permanence des soins. Donc il faut le faire, c'est absolument vital. D'accord. Alors Odile Peixoto, le sondage, ce que pensent les Français ?
Bonjour à tous. Alors, première question, c'est la question historique de confiance dans le gouvernement en matière de santé. Ça remonte un peu en ce début d'année. On est à 36% d'opinion favorable de Français qui pensent que ça va plutôt dans le bon sens. Deuxième question, on est aussi à 36% de gens qui ont entendu parler des annonces faites par Emmanuel Macron. Et ce n'est pas forcément les 36% précédents. On s'aperçoit d'ailleurs que ce sont plutôt les 65 ans et plus qui sont à 51% à avoir entendu parler des annonces faites par le président de la République. Donc on a voulu quand même savoir, même auprès de ceux qui n'en avaient pas entendu parler, s'ils pensaient que l'ensemble de ces mesures allaient améliorer la situation du système de santé, parce que même si beaucoup de ces mesures concernent l'hôpital, il y a quand même quelques mesures qui ont été annoncées plus globalement pour voir. Et on a interrogé les Français sur le système de santé. Et là, on s'aperçoit qu'ils n'y croient pas trop, puisqu'on n'a que 15% des Français qui pensent que ces mesures vont permettre d'améliorer la situation. Alors effectivement, ceux qui ont une bonne image de l'action du gouvernement en matière de santé sont 36% à dire oui, ça va améliorer, mais vous voyez, même ceux qui pensent que ça va plutôt que l'action du gouvernement va dans le bon sens ne sont que 36% à penser que les mesures vont vraiment améliorer. Donc il y a un profond pessimisme quand même, on voit, par rapport à l'impact de ces mesures. Et même ceux qui ont entendu parler des mesures, donc les fameux 36%, parmi ceux-là, il y a 26% seulement de ces gens-là qui disent ben oui, ça va permettre d'améliorer. Donc c'est un peu mieux que l'ensemble, mais c'est quand même pas terrible. On leur a posé ensuite, on leur a demandé de hiérarchiser. On fait un gros effort de réflexion puisqu'on a testé tout un tas de... Alors je vais vous les citer, les deux mesures qui sortent avec le maximum d'intérêt. La création des 10 000 postes d'assistants médicaux en ville. Là, il y a 57% des Français, c'est la première mesure, qui pensent que ça va être pertinent pour améliorer les choses. Deuxième mesure, c'est l'amélioration, ça a été dit par le professeur Salomon, l'amélioration des conditions de vie des soignants. Alors on citait entre parenthèses logement, rémunération, horaire, 56%. Donc ça, c'est vraiment les deux mesures. Donc si on regarde bien, vous avez intitulé les contrepoints de l'hôpital à l'échelle humaine. Mais en fait, les Français sont pleins de bon sens, il faut remettre de l'humain dans le système. C'est clair, il faut mettre des gens pour soulager les médecins en administratif en ville, il faut améliorer les conditions de vie des soignants. Donc ça, c'est les mesures vraiment largement en tête devant les autres. Un médecin traitant pour chaque malade chronique d'ici fin 2023, on n'en a pas parlé, mais ça aussi, ça a été annoncé, 37%. Et là, on voit, vous voyez, l'idée du territoire. En milieu rural, ça sort à 65%. Donc l'idée de travailler au niveau du territoire est clé, les Français le comprennent bien. La fin de tarification de la T2A, on leur a dit tarification à l'acte, on a précisé un peu, on a mis qui peut conduire à multiplier les actes et qui n'est pas adapté aux patients chroniques comme modèle unique. Donc on n'a pas voulu condamner non plus, on a bien dit ce qui avait été... On a essayé de retraduire la pensée du président. 37%, donc c'est la quatrième mesure. La direction de l'hôpital confié en binôme médical administratif, 31%. Arrêter la concurrence entre établissements, privilégier les coopérations, 31%. Plus de perspectives d'évolution pour les personnels hospitaliers en formation, en gestion de carrière, 29%. Et plus de liberté d'organisation au niveau des services. Donc évidemment, on descend en granularité un peu loin là, du grand public, c'est le grand public, 22%. Mais en fait, on voit que il y a des chiffres assez forts quand même, notamment les 57% sur les assistants ou les conditions de soignants. Mais vous voyez, il n'y a que 15% qui pensent qu'il va y avoir un impact. C'est-à-dire qu'on est sur des effets d'annonce positifs. C'est exactement ce que vous disiez. Il y a un effet d'annonce, il y a un écho positif, mais quant à la réalisation, là, il y a des doutes. Dernier point, on a voulu aussi aller creuser des sujets un peu plus polémiques et qui n'ont pas forcément été annoncés en tant que tels. Les gardes,
des médecins. Alors l'item, on voulait avoir l'opinion des Français. Hein. Il y a 4 mesures qui font vraiment l'unanimité auprès de la population. Les médecins les médecins libéraux reçoivent de l'argent public via la sécurité sociale. Ils doivent rendre un service public en assurant des gardes pour délester les urgences des cas sans gravité. 85% des Français sont d'accord. Après, plein de bon sens, la meilleure façon pour améliorer le système, c'est qu'il y ait moins de malades. Donc, par la prévention et l'amélioration du système de santé de la population, on va sauver le système. Là, 82%. Les Français sont pleins de bon sens. Hein. C'est de la logique un peu... mais c'est tellement vrai, c'est tellement juste. Les solutions se trouveront à l'échelle du territoire, qui ont des problèmes différents et nécessitent des mesures différentes. Je crois que les Français, 81% sont d'accord avec ça. Avoir un accès direct et remboursé à un soignant, le transfert des compétences, hein, on leur a posé l'item de cette façon, pouvoir avoir un accès direct et remboursé à un soignant qui ne soit pas un médecin pour des pathologies ou des symptômes a priori bénins, 75%. Donc ça chute un petit peu, mais on est quand même sur les 3/4 qui sont d'accord pour ce transfert de compétences. Là où ça suit moins, il y a un véritable clivage, notamment pour faire venir des médecins étrangers dans certains territoires, 53%. Donc là, il y a vraiment une partition de la population. Et le dernier item, on est allé à fond, doubler le tarif de la consultation de base du médecin en le passant de 25 à 50 €, quitte à augmenter les cotisations des Français, parce que quand même, on ne peut pas toujours raser gratis. Alors évidemment, on n'a que 25% d'opinion favorable, mais 25% avec un item comme ça par rapport aux autres qui leur coûtaient rien, c'est pas si mal. Donc bon, voilà. PVA à fond la forme. Oui, alors je trouve que ce sondage résume assez bien ce qu'on s'est dit aujourd'hui. La perception des Français par rapport au discours du président de la République, c'est du flou, et donc on attend du concret. C'est clairement le problème d'accès aux soins, c'est le problème numéro 1 pour les Français. Donc il faut effectivement traiter ce problème. La permanence des soins, ils payent à la sécurité sociale, ils le disent bien, ils veulent un service en retour. Et les conditions de travail des soignants, c'est effectivement, ils ont bien repéré que c'était le problème majeur. Pour ça, il faut augmenter l'enveloppe de l'hôpital pour avoir plus de personnel, hein, faire l'inverse de ce qu'on a fait ces 10-15 dernières années. Donc ça, c'est vraiment, ça s'impose. Ça va coûter de l'argent. Probablement peut-on faire aussi des économies sur des soins plus pertinents. Probablement aussi, je pense, sur le médicament. Donc il y a, mais globalement, on aura peut-être une augmentation du budget de la santé. C'est possible. Les besoins ont augmenté. Les besoins ont augmenté. Le LEM qui a fait sa conférence de presse récemment ne va pas être content. Non, mais quand on voit, vous savez, quand je regarde les ordonnances qui font parfois 5, 10, 12 médicaments, je me dis que là, il y a un problème à la fois de pertinence et de coût induit avec la iatrogénie. Je voulais vous interroger sur la fin du numerus clausus, numerus apertus. Est-ce que ça va quand même, on sait bien, ça va mettre du temps. Mais il faut former plus. Oui, mais est-ce que ça suffit Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut former plus, il faut des enseignants pour former. Donc là, c'est le rôle du CHU. Et il faut que le CHU irrigue aussi sur le territoire. Des universités, peut-être. Des universités, oui, le CHU et l'université fonctionnent ensemble. Le numerus clausus continue à exister. Enfin, c'est un mensonge de dire qu'il n'existe plus, vu qu'il y a une limitation et un nombre. Est-ce que vous partagez l'idée de Philippe Juvin, qui a été récemment élu à l'Assemblée nationale, qu'il faut doubler et d'autres doubler le nombre Il faut être en capacité de former. Donc il faut, je ne sais pas s'il faut doubler, il faut peut-être augmenter plus, mais il faut aussi avoir des enseignants. Et donc pour le moment, on manque. Donc il faut aussi avoir des enseignants. Oui, et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste le nombre, c'est aussi la qualité. Donc il faut orienter selon les disciplines et les endroits ceux dont on a besoin, ceux et celles dont on a besoin et dont on aura besoin demain. Dans quelques minutes. Gériatrie par exemple, on manque de gériatres, c'est un problème majeur. Et de psychiatres. Et de psychiatres et de pédiatres, voilà. Alors, comment en est-on arrivé là? Je pense que, alors là, vous me demandez, je pense qu'il faut faire. Ben oui, parce que vous êtes le professeur. Je pense que ce que l'on n'a pas, je vais vous répondre, je vais faire une pirouette, mais je pense que ce que l'on n'a probablement pas assez fait, ces 20 dernières années, il faut qu'on le fasse aujourd'hui. Voilà. Il ne faut pas qu'on reporte encore et encore. Il faut faire cette analyse prospective et avoir une vraie politique avec les universités pour vraiment inciter les jeunes. Encore une minute. Non, parce que moi j'ai une question de conclusion. Quand même, parce que sur les urgences. Non mais Pascal, on n'a plus qu'une minute. On va faire un tour de table quand même. Une minute. 3 minutes pour conclure. On a abordé de nombreux sujets. On voit bien que c'est difficile, il y a des choses qui sont en train, mais que bon, on ne sait pas gagner. Vous, de votre point de vue, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire concrètement, vous, les fédérations hospitalières privées, publiques et privées à but non lucratif, vous, médecins, comment vous pouvez concrètement, vous, faire en sorte que
l'hôpital se porte mieux? Voilà, bonne question. Alors, ça permettra à Christine Schibler de nous dire si elle prendra les urgences. Voilà, alors Si ils seraient ravis de prendre les urgences, mais ils n'ont pas d'autorisation. C'est ça, hein. Alors, Charles Guéprat, alors, en conclusion. Écoutez, nous, on est prêts évidemment à co-construire ces réformes et de façon plus opérationnelle, à être Mais concrètement, est-ce que votre dans input, la coopération Oui. sur le territoire? Je pense qu'il y a un vrai enjeu de connexion entre tous les établissements de santé pour améliorer le service rendu à la population et sortir de cette logique de compétition, voire de concurrence qui peut exister et qui existe d'ailleurs, y compris entre nos établissements. Je parle des établissements même dans le public. Sans doute, c'est pas impossible. Et donc d'avoir cette vision beaucoup plus... Vous voulez travailler à plus de coopération sur les territoires sur des indicateurs de performance, de prise en charge. Christine Schibler. Alors, pareil, augmenter les coopérations sur les territoires et revenir et reprendre cet esprit Pourtant, Covid. vous êtes dans une logique de concurrence quand même. Mais non, ça dépend des territoires. Ça, c'est une vue, excusez-moi Philippe, peut-être trop radicale. En fait, il y a des territoires où on est en concurrence et il y a des territoires où on ne l'est pas. Ça dépend vraiment des endroits. Donc, coopération, c'est un point qui est majeur. Et vous, concrètement, FHP, vous voulez travailler, vous pouvez apporter quoi comme contribution? Écoutez, on peut attribuer on peut apporter les mêmes contributions que l'ensemble des acteurs. Les urgences. Après, on a 126 services d'urgence. On pourrait en avoir plus si c'était nécessaire. Et pourquoi vous n'en avez pas plus? Parce qu'on ne nous les a pas accordés. Mais pourquoi vous les accorderez pas? Parce qu'il y a des PRS, qu'il faut réévaluer. Non, mais la les question besoins, est importante. La question est bonne. Pourquoi c'est l'autorité publique qui vous l'accorde pas pour maintenir. De la même manière, eux qui vous l'accordent pas ou c'est vous qui voulez? Non, c'est l'autorité publique. C'est l'autorité publique, mais de la même manière que des établissements ESPIC ou publics ont pu demander à un moment donné une autorisation d'urgence, une autorisation de chirurgie, et ils l'ont pas forcément toujours eu. C'est normal. C'est les mérites respectifs des propositions d'autorisation qui sont faites dans chacune des régions auprès des agences, aboutissent ou n'aboutissent pas. Toujours est-il que c'est vrai que sur les urgences comme sur la réanimation, nous, on est prêt à aller plus loin si c'est nécessaire. Sur la permanence des soins, on est tout à fait d'accord de travailler cette question à partir du moment où on serait rémunéré de la même façon que le public, puisque même mission, même responsabilité, même devoir, même rétribution. Ce n'est pas forcément une évidence, puisque sur la T2A, vous savez qu'on a, nous, un tarif qui est, y compris avec les honoraires médicaux, 20% inférieur à celui du public. Donc, sur la permanence des soins, on est tout à fait d'accord pour en parler. Sur la formation, je pense que l'urgence, c'est plus d'apprentis, plus de promotion professionnelle, donc des moyens sur la formation de façon majeure. On est tous d'accord pour prendre plus de stagiaires, plus d'apprentis, avoir des parcours privilégiés pour les aides-soignants avec une VAE et un parcours pour aller être infirmier plus rapide. Et pour les embaucher en CDI. Alors, d'accord, Vincent Roch. Oui, qu'est-ce que la FHF peut concrètement faire pour avancer? Alors d'abord, je pense qu'on a tous le même point de départ, qui est ce sentiment d'urgence à faire maintenant. On ne l'a pas évoqué, mais depuis 3 ans, notre pays a accumulé une sorte de dette de santé publique. Si on regarde l'activité des établissements publics, depuis mars 2020, nous n'avons pas réalisé l'équivalent de 3,5 millions de séjours en rapport à une année de référence avant crise par rapport à 2019, par exemple. À l'hôpital, du fait des vagues, de la triple épidémie récemment, nous n'avons pas retrouvé le niveau d'activité de 2019. Bien, ça, c'est le point de départ. Ensuite, nous, ce que nous pouvons faire, c'est 2 choses très concrètement. La première chose, c'est, et je pense que ça vaut d'ailleurs pour tous les acteurs du système de santé, c'est d'être des acteurs de bonne volonté qui font des propositions concrètes. Donc la FHF présentera des propositions en écho à tous les axes qu'a dessiné le président de la République, après le discours de vœux du ministre de la Santé et de la Prévention, début février, et on ira vraiment dans le détail sur les modalités de formation, comment est-ce qu'on peut recruter plus, quel quota de formation. On présentera également notre proposition d'alternative à la tarification à l'activité, ou en tout cas au tout T2A. Donc on va être très concret. La deuxième chose qu'on peut faire, et d'ailleurs merci d'y contribuer aujourd'hui, c'est de se parler les uns les autres et de s'obliger à faire des pas de côté, de ne pas reprendre les mêmes réflexes que l'on peut avoir historiquement, et ça vaut pour tous les acteurs du système de santé dans cette période de débat. Il faut inventer et se parler en dépassant les positions préconçues. Merci. Rémi Salomon.
On a une responsabilité collective face à la gravité de la situation. Donc, quel qu'on soit à l'hôpital, en ville, dans le public, dans le privé, il faut qu'on travaille ensemble pour remplir nos missions de service public. Et donc, c'est aujourd'hui, il faut sortir des corporatismes. J'entends beaucoup, notamment en ville en ce moment. Je pense qu'il y a une responsabilité collective. On a un système de santé dont on est fier, dont on a été fier, et je pense qu'il faut il est en danger, vraiment. Donc, c'est à nous, chacune et chacun d'entre nous, d'avoir cette responsabilité de la porter collectivement. Mais Rémi Somon, qu'est-ce qui peut, parce que c'est bien gentil, j'allais dire, de dire il faut de la responsabilité collective, qui peut être le moteur, qui peut vous pousser à avoir cette responsabilité collective? Il faut un cadre, il faut des financements, il faut un cadre réglementaire, il faut qu'on participe à la construction de ce cadre, comme la FHF et Vincent Roch viennent de le dire, entre autres. Et donc c'est tous ensemble qu'on le fera. Donc c'est pas. Non mais il faut vous pousser un peu parce que chacun est dans son couloir. Bien sûr qu'il faut qu'on se pousse, bien entendu. Il faut qu'on sorte de nos lignes, comme a dit Vincent Roch, faire un pas de côté. Est-ce que c'est l'État qui doit dire réunissez-vous? Non. Est-ce que c'est le département? On est prêt. Vous savez, nous quand on choisit ces métiers-là, nous on est extrêmement motivés. On veut continuer. Moi, je suis désolé de voir dans quel état, quelle direction on prend. Donc, on est, je pense, on a tous très à cœur de maintenir ce système. Donc, on sera motivés, y compris pour faire bouger les lignes. Les médecins libéraux, les médecins généralistes. Mais bien sûr, mais absolument. Moi, on l'a déjà fait. On a déjà rencontré les médecins libéraux. On se connaît pas assez bien. Donc, ces rencontres sont absolument indispensables pour avancer. Voilà. Il faut sûrement franchir un pas supplémentaire. Merci Pascal, merci Madame, merci messieurs de ce débat. J'espère qu'on a fait progresser et qu'on va aller vers un hôpital plus cool, plus tranquille, qui marche mieux, voilà, tout simplement. Merci aux équipes, merci à Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel Tay, Renaud Degas qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, Philippe Anglade, à la veille des acteurs de la santé, à LDC et Hortus, et merci à nos partenaires, BVA, merci beaucoup Odile, Groupe Pasteur Mutualité, Point Vision et Equerre. Tu ne parles pas d'un podcast ? Et justement, on va créer un podcast on pourra écouter les contrepoints de la santé sur un podcast qu'on va organiser. Faites attention en traversant la rue. Voilà. Passionné. Et en principe, en février, on aura, Madame Firmin-Lebaudot, justement, pour parler de tout ça, les territoires et les professionnels de santé. Nous recevrons également les médecins de ville. Voilà, absolument. Enfin, les médecins, oui, tous les acteurs de la ville. Les libéraux. Et infirmiers. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes. Et bonne année encore.